Pour tout ce qui est la lecture de la carte, la lecture des reliefs, la lecture des symboles, je te renvoie à la légende de ta propre carte. En général, on a des formes, des couleurs qui ont été décidées, on a fait des compromis pour pouvoir justement avoir des cartes qui se ressemblent le plus possible. Mais en fonction du type de carte, en fonction du site où tu as été l'imprimer, en fonction justement de l'entreprise qui s'occupe de fabriquer les cartes, de les distribuer, et ben des fois il y a des variations comme ça. Et quand tu vas à l'étranger, et ben il faut toujours aussi faire attention justement à la date à laquelle ta carte a été publiée. Parce qu'il y a beaucoup de pays, et notamment en Afrique ou en Amérique du Nord, tu as des mecs qui vont te vendre des cartes qui sont datées d'il y a 40, 50 ans. Et des fois, tout ce qu'ils font, bah, c'est refoutre des coups de crayon, refoutre des coups de couleur, recoloriser le truc pour que ça ait l'air moderne. Mais en fin de compte, eh ben, une fois que tu vas arriver sur le terrain, tout a complètement changé. En 50 ans, la géologie, elle ne change pas vraiment d'elle-même, mais c'est surtout les hommes qui vont l'avoir modifiée. Donc, il se peut que la rivière que tu recherches, eh ben, elle soit complètement asséchée ou qu'elle ait disparu. Il se peut que le coin de forêt où tu voulais bivouaquer, où tu voulais aller traîner un petit peu, bah, il a été complètement rasé par des bulldozers. Il se peut tout simplement aussi que le climat ait un petit peu changé, un petit peu modifié, ou que les 5-10 dernières années, bah, il y a eu beaucoup de sécheresse sur cette zone. Donc, le petit lac, le petit point d'eau, ça fait 5 ans qu'il est complètement asséché. Il se peut aussi que pendant les dernières années, il y a eu beaucoup de pluie, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été modifiées par les hommes, qu'un barrage a été placé, qu'il y a eu un lâcher de barrage récemment ou autre. Et le petit lit de rivière que tu pensais pouvoir traverser, ben en fin de compte, c'est devenu un immense truc que tu vas pas pouvoir traverser à pied, où le courant a été complètement modifié. Donc là, tu n'es plus sur des rapides de classe 1 ou 2, comme ça m'est déjà arrivé, mais tu te retrouves sur des rapides de classe 3, 4. Et là, tu te fais complètement emporter, complètement broyer par la flotte. La première chose que tu fais sur une carte quand tu prévois une randonnée, un trek ou même n'importe quel déplacement, même si c'est pour t'extraire d'un pays par exemple en cas de problème, que ce soit des problèmes militaires, des problèmes climatiques comme ce qui est arrivé à ces pauvres Ukrainiens par exemple, et ben, la première des choses à faire, c'est de repérer les routes, c'est de repérer les sentiers, c'est de repérer les grandes voies justement où tu vas pouvoir te déplacer, les autoroutes, les départementales. Maintenant, on va se concentrer un peu plus sur le relief, comment lire la typographie sur le terrain. La chose la plus facile déjà à repérer, ce sont les sommets. Les sommets, ils forment toujours des petits cercles concentriques les uns avec les autres. Et le plus petit des cercles, c'est tout simplement le sommet. Donc là, il va falloir repérer sur ta carte s'il y a des petits sentiers, s'il y a des cols, s'il y a des crêtes, pour pouvoir te déplacer beaucoup plus facilement et beaucoup plus en sécurité jusqu'au sommet. On n'essaie jamais, surtout si on n'est pas alpiniste, si on n'a pas le matériel, si on n'a pas l'expérience, si on n'a pas un coéquipier ou deux derrière, d'aller grimper un sommet comme ça en pente, sur une pente à 90 degrés. Tu vas te tuer. Pour repérer une vallée, un ravin ou une vallée glaciaire, on va regarder le sens du relief, le sens des courbes sur une carte. Quand les courbes se mettent à descendre dans le même sens des deux côtés comme ça et que tu vois que c'est de plus en plus espacé entre les petites vagues, bah, tout simplement, ça veut dire que sur le terrain, tu as quelque chose qui est comme ça forme un V ou un U. Et ça va descendre. Et plus tu vas descendre, plus la pente elle va s'adoucir. Et en général, dans cette configuration, c'est là que tu as la meilleure chance de trouver un fleuve, de trouver une rivière, de trouver justement un point d'eau qui circule entre les deux, qui va serpenter. Les crêtes, elles vont souvent être marquées avec un grand saignement noir beaucoup plus épaissi que les autres. Une crête, ça va relier deux points plus hauts. Par exemple, là, j'ai deux stylos. Ils vont être chacun à une altitude un peu différente ou égale, comme ça. Et la crête, c'est ce qui va venir relier les deux. Ça va venir relier un point du premier sommet au deuxième sommet. Et ça, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir te déplacer. C'est beaucoup plus sécuritaire que de grimper comme ça sur des pentes, que de marcher sur des cailloux, que d'essayer de grimper sur des éboulis, parce que ça, encore une fois, c'est le meilleur moyen de te casser la gueule, de finir avec une fracture, une hémorragie, voire pire. L'école, ça va être à peu près la même chose qu'une crête. C'est une zone qui va être beaucoup plus plate, donc toutes les petites vagues, elles sont espacées. Ça veut dire que le terrain est beaucoup plus plat et qu'il n'est pas en pente d'un côté ou d'un autre. Et ça va relier deux points un peu plus haut. Donc là, tu vas pouvoir te déplacer beaucoup plus facilement sur quelque chose qui est beaucoup plus plat. Pour être sûr de ne pas te tromper, tu vas regarder les valeurs de l'altitude justement sur ta carte. Si tu as quelque chose qui semble beaucoup plus plat, mais qui est plus élevé
que les 2 points précédents, et ben là, tu n'es pas sur un col. Là, tu vas être sur quelque chose où il va falloir monter une pente, ensuite c'est un peu plus plat et ensuite ça va redescendre. Donc vraiment, un col, ce sera toujours à une altitude plus basse, ce sera toujours plus plat que les 2 autres points qu'elle relie. Concernant l'ombrage, donc ça c'est plutôt sur les cartes IGN ou certaines autres cartes, on va accentuer l'ombrage pour pouvoir accentuer l'effet de relief. En général, on va avoir un ombrage qui a une orientation nord-ouest. Pourquoi? C'est justement pour pouvoir imiter le soleil dans notre hémisphère qui va frapper du côté sud-est. Donc, à ne pas confondre avec l'hémisphère sud où je t'ai dit, la perception est totalement inversée. Pareil sur la couleur de l'ombrage. Un ombrage beaucoup plus foncé, ça va indiquer une pente, ça va indiquer quelque chose qui va être très difficile à gravir, voire impossible, donc un très gros relief. À l'inverse, quand la couleur elle est beaucoup plus claire, ça va signifier que tu es soit sur un plateau, soit sur un col, tu vas être sur un endroit où le relief il est beaucoup plus espacé, où ça va être beaucoup plus simple pour toi de te déplacer d'un point A à un point B. Ensuite, toujours bien faire attention à l'échelle de ta carte. Par exemple, sur une carte de 1 sur 25 000, ça veut dire que 1 cm sur ta carte, dans la réalité, ça représente 250 mètres. Donc l'échelle, il faut toujours faire très attention. L'échelle, c'est tout simplement le zoom sur ta carte, sur la zone que tu veux pouvoir travailler. Si tu as un zoom qui est beaucoup plus proche, là, tu vois, comme je fais avec mes yeux, et ben, la différence justement du nombre de centimètres entre mes 2 yeux, ce qui va représenter la réalité par rapport à la carte, et ben là, ça ne sera pas la même chose ici que si je m'éloigne comme ça. Et ça peut faire la différence entre penser que notre petite randonnée elle va être sur 10 km et te retrouver sur une randonnée de 600-700 km. Là, c'est plus du tout la même chose. L'échelle va aussi changer ce qu'on appelle l'équidistance sur une carte. L'équidistance sur une carte, c'est une valeur qui sera toujours la même entre les 2 points. Par exemple, entre 2 courbes de niveau que tu vas regarder sur ton relief. Sur une carte de 1,25 000, sur des cartes IGN, en général, en plaine, l'équidistance, elle sera de 10 mètres. En haute montagne, elle va passer à 20 mètres. Et plus tu vas t'éloigner sur ton zoom ou plus tu vas te rapprocher de ton zoom, et plus cette équidistance, elle va être modifiée. Et à quoi elle va servir l'équidistance? Elle va servir justement à t'imager, à te représenter le pourcentage de pente sur le terrain. Par exemple, en haute montagne, tu vas prendre 2 points entre tes 2 courbes. Ça veut dire qu'entre la première courbe et la deuxième courbe, tu vas monter 20 mètres. Donc tu comprends, plus tu vas ajouter d'intermédiaires, plus tu vas ajouter de courbes, plus ça veut dire que tu es en train de monter comme ça, ou plus ça veut dire que tu es en train de descendre. Cette équidistance sur la carte, elle va justement nous permettre de nous représenter le pourcentage de pente où on va devoir monter. On peut la calculer très facilement si on n'en dispose pas sur la carte ou si on a un zoom qui est totalement différent. Pour la calculer, tu vas prendre 2 points d'altitude différents sur une carte. Ensuite, tu vas compter le nombre d'intermédiaires entre les courbes. Sur cette carte, par exemple, on a 13 intermédiaires entre les 2 points d'altitude. Donc on a 13 intermédiaires entre les courbes qu'on va compter. C'est un calcul très simple. L'équidistance, c'est la différence d'altitude qu'on va diviser par le nombre d'intervalles. La différence d'altitude, tu vas prendre justement les 2 points différents qui sont marqués en altitude où tu as tracé ton segment sur une carte. Par exemple, ici, on a 3320 mètres. Et on va venir soustraire justement l'altitude inférieure. Donc ici, 2800 mètres. Donc on tombe sur 520. Ce 520, on va le diviser par le nombre d'intervalles qu'on a compté, c'est-à-dire 13. Donc 520 divisé par 13, l'équidistance sur la carte affichée est de 40 mètres. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu grimpes d'un point à un autre d'une courbe, tu vas monter de 40 mètres. Ensuite, on passe au calcul du dénivelé. Donc, pour savoir quel dénivelé tu vas affronter sur le terrain. Là encore, c'est facile. Une fois que tu as eu ton équidistance, tu vas prendre les 2 points de ton segment et tu vas compter le nombre de courbes. Tu vas compter le nombre de courbes entre ton point A et ton point B. Donc ici, j'en ai 23. Ce nombre de courbes de 23, je vais le multiplier par l'équidistance de ma carte. Donc je fais attention si je suis en plaine ou si je suis en haute montagne. Donc nous, on a vu tout à l'heure sur cette carte que l'équidistance était de 40 mètres. Donc je fais 23 fois 40 et j'obtiens 920 mètres de dénivelé. Une fois qu'on a toutes ces informations, on va pouvoir venir calculer notre pourcentage de pente. Donc ça sert à quoi? Ça sert vraiment à pouvoir visualiser l'effort que tu vas devoir accomplir sur le terrain, mais ça sert aussi à savoir si tu vas pouvoir franchir ou non la distance entre ton point A
et ton point B. Pour calculer ce pourcentage de pente, encore une fois, c'est des mathématiques très simples. Tu vas prendre le dénivelé que tu as calculé précédemment. Tu vas le diviser par la distance que tu vas vouloir parcourir entre ton point A et ton point B. Et ça, tu vas le multiplier par 100. Par exemple, sur cet exemple, nous, on a 920 mètres de dénivelé. On va le diviser par 617 mètres, donc ce qui correspond à la distance entre notre point A et notre point B. Donc là, encore une fois, attention à l'échelle. On va multiplier ça par 100. Donc on obtient 920 mètres de dénivelé qu'on divise par 617 mètres qu'on va accomplir sur le terrain, qu'on multiplie par 100. Et là, on se retrouve avec un pourcentage de pente de 149. Comment on va interpréter ce pourcentage de pente? Eh bien, dis-toi qu'entre 30 et 40% déjà, tu es déjà sur une bonne montée. Tu es sur quelque chose qui va te fatiguer, sur quelque chose qui va te demander de l'effort. Et ça va être assez difficile avec un gros sac à dos là, chargé de 30-40 kg, surtout si tu n'es pas entraîné physiquement. Au-delà des 50 à 80%. Donc là, on arrive sur une inclinaison qui est entre 25 et 40 degrés. Là, il va falloir déjà du matériel pour pouvoir grimper. Donc ça va être les bâtons de marche, ça va être des crampons, ça va être des piolets. Donc là, déjà, avec un sac à dos de 20 kg, un gros sac militaire, bushcraft et compagnie, en plus, si tu n'as pas l'entraînement, c'est mort. C'est mort. Tu passeras pas, tu vas mal finir, tu vas te blesser. Au-delà de 100%, comme ce qu'on vient de voir, on arrive sur des pentes qui ont une inclinaison de plus de 45 degrés. Donc là, on arrive justement sur des itinéraires d'alpinisme. Il faut du matériel, il faut de l'encordage, il faut des mousquetons, il faut des compétences. Tout seul, tu ne passeras pas. Soit tu vas te paumer et tu ne pourras plus faire demi-tour, soit tu vas te blesser et tu vas tomber. Et encore au-delà, alors là, on arrive dans l'alpinisme extrême. On arrive sur des pentes hyper droites, on arrive sur des trucs où il faut du matos, il faut une expérience de fou. Par exemple, la face nord des Grandes Jorasses. Alors là, pour pouvoir monter, il te faut du matos, il te faut de l'encordage, il te faut des piolets, il faut être capable justement de venir te mettre des points de sécurité, des points d'accroche, il faut être encordé, il faut être avec un groupe. Il faut vraiment des mecs avec de l'expérience de terrain. Donc là, tu pourras plus du tout passer. Donc toi, ce que tu vas chercher, c'est vraiment des pourcentages de pente qui vont être inférieurs à 40%.